Moi, j'avais pas envie d'être connu dans la rue, je savais pas quelle ampleur ça allait prendre. J'avais mis une cagoule, CP compagnie, et j'avais fait des TikTok avec notre stock de Stone, CP, Montclair, juste derrière moi. On avait eu aussi des pop-up stores, donc on faisait des magasins éphémères dans des boutiques. Est-ce que vous fonctionnez via Vinted? Est-ce que vous avez des fournisseurs? Il y a beaucoup de marge à se faire derrière. Bienvenue Enzo, deuxième fois qu'on fait ce genre de format, ce format de podcast. La première fois on l'avait fait avec Thomas. Là aujourd'hui du coup on t'a invité sur la chaîne pour parler un petit peu de ton expérience, les différents projets que tu as pu lancer, Casual Area, Archive Concept Store à Rennes. L'idée c'est qu'on puisse un petit peu récapituler tout ce que tu as pu faire au cours de ces dernières années et que du coup on puisse apprendre énormément de choses de par ce format-là, de par cette vidéo-là. Du coup ce que je te propose c'est que tu te présentes, donc du coup toi personnellement et après, on ira voir un petit peu ton côté professionnel. Ok, ça marche. Et bah écoute, moi c'est Enzo, du coup, je suis cofondateur de Casual Area et d'Archive Concept Store à Rennes. J'ai 25 ans et puis la suite, on en parlera un peu après. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, du coup, ton parcours scolaire, comment tu as pu évoluer? Donc, si tu as fait des études, quelles études tu as fait? Est-ce que tu as déjà eu un petit peu cette âme de commerce, voilà, par rapport à l'achat-revente, déjà de manière générale? Comment c'est venu un petit peu tout ça? Bah écoute, au tout début, moi je suis allé en bac STMG, donc par dépit, parce que j'étais pas assez bon en mathématiques. Et c'est là que j'ai un peu découvert tout ce qui était monde du commerce. Il y a pas mal de bases de marketing, de vente, de conseils, etc. Et en fait, dès le début, ça m'a plutôt plu. Donc j'ai continué après sur un IUT TC, donc maintenant c'est un BUT. C'est technique de commercialisation, pardon. Et donc pareil, c'est toutes les bases du commerce. Il y a toujours des mathématiques malheureusement, de la comptabilité, du marketing, de la gestion de points de vente. Vraiment un ensemble de bases dans le commerce qui va permettre à tout le monde d'aller vers la vente en magasin, mais aussi de la communication, un peu de tout en fait. Et donc ça a duré 2 ans. Ensuite j'ai fait une pause dans mes études, j'en reparlerai je pense, euh, d'un an. Et j'ai repris un bachelor manager d'activité à l'IFAG qui m'a permis un peu de voir tout ce qui était base d'entrepreneuriat. Donc c'est là où j'ai pu un peu me professionnaliser ou apprendre pas mal de choses là-dedans. Et j'ai continué sur quelque chose d'un peu plus large. C'était un master à La Rochelle à Axilia, master grandes écoles, donc pareil, toujours assez large, mais je savais déjà ce que je voulais faire. Donc je me spécialisais grâce à des spécialités ou à des formats qui étaient hors cours. Ok, ça marche. Toi, l'achat-revente, voilà, de vêtements, de sneakers, et cetera, ça t'est venu à quel moment? Est-ce que tu en faisais déjà pendant tes études? Est-ce que tu as commencé au lycée? À quel moment vraiment, tu as eu un petit peu cette volonté-là? Et ben, c'était au bac STMG, donc ouais, c'était dès le lycée. Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on allait dans des braderies, qu'on achetait et on revendait. L'achat-revente, c'était pas très connu à l'époque, et donc il y avait peu de concurrence, et c'était plutôt sympa. On avait créé Renfree Clothing à ce moment-là. C'était une page Instagram de vente de vêtements de seconde main, avec des marques plutôt sportswear, Lotto, Fila, Champion, Nike, Adidas. Et ça, c'était la première vraie activité qu'on a lancée. OK. OK, OK, ça marche. Et donc du coup, tu nous as dit que tu as fait un master, donc tu as fait, 5 ans d'études, au total. Toi, du coup, c'est à partir de quel moment tu t'es dit: «Voilà, je veux en faire mon métier, c'est ça que je vais faire»? Est-ce que c'est vraiment à la fin de tes études, à la fin de ton cursus, donc arrivé au master, master 1, master 2, ou dès le début, en licence et même avant, tu savais déjà que tu allais enfin, t'orienter dans cette voie-là? Bah, je dirais que du bac jusqu'à l'IUT, donc bac plus 2, c'était quand même quelque chose que je voulais faire à côté des études pour avoir un peu de revenus. Je savais que c'était quand même sérieux. Nous, on a toujours été, pareil, j'en reparlerai plus tard, mais dans la création de communauté, pas juste l'achat-revente enfin, uniquement. Mais à partir d'après l'UT, donc pendant ma pause d'études, je me suis dit que je voulais en faire quand même quelque chose de vraiment sérieux. Euh, et donc du coup, ça a changé un petit peu. Enfin, notre mentalité a un petit peu changé par rapport au fait de juste faire ça à côté des études pour se faire un peu de sous et avoir un projet concret qui va nous mener à peut-être un travail à plein temps un peu plus tard, quelques années plus tard. OK, ça marche. Donc là, à l'heure actuelle, le projet, casual slash archive, du coup, c'est ton projet, voilà, à plein temps? C'est ça, ouais. Et du coup, j'ai terminé mes études. Donc là, au moment où on tourne, on est en mars. J'ai terminé mes études du coup en septembre dernier. Et depuis, je suis à plein temps sur les deux projets. OK, ça marche. Est-ce que du coup, pour faire le lien, tu peux nous parler un petit peu de la naissance, de Casual Area? Comment c'est venu? Si tu as eu et si vous avez eu un déclic en particulier et comment ce projet est né?
Alors moi, mon déclic personnel, du coup, c'était pendant ma pause d'études. Donc juste après l'UT, moi, je voulais partir en fait à l'étranger, apprendre un petit peu l'anglais, etc. Parce que j'étais pas forcément hyper bon. Mais il y a eu le Covid, donc c'était impossible de partir. Ou alors on pouvait partir, mais dans ce cas, tu restais dans ton appartement. Tu pouvais pas trouver de taf, etc. Donc c'était un peu inutile. Et à ce moment-là, on avait déjà arrêté Rent Free Clothing, donc qui était la page de vente Instagram plutôt très vintage qu'on avait avant. On l'avait stoppé dû à nos différentes études avec tous mes associés. Et au moment donné où je suis revenu sur Rennes, j'avais quand même ce manque d'avoir une communauté. Donc, c'est-à-dire qu'on continuait quand même l'achat-revente, mais on voulait quand même avoir, par exemple sur Instagram, on a la possibilité de faire des stories, de faire des vidéos, etc. Des sondages, plein de choses qui sont justement plutôt bons d'un point de vue marketing, que tu peux pas forcément faire en fait avec Vinted. Donc on avait envie de recréer quelque chose. Là, on revendait du coup des marques plutôt haut de gamme de notre côté, mais on avait envie de mutualiser encore une fois toutes nos, tout ce qu'on faisait, toutes nos activités, pour recréer du coup un compte Instagram qui s'est appelé du coup Casual Area. Donc ça a été ça un peu le déclic pour relancer la machine. OK. Parce que du coup, pour rebondir sur le premier projet que vous aviez eu, déjà 2 questions. Est-ce que c'était du coup avec les mêmes personnes, que du coup tu avais ce premier projet et du coup là cette transition vers casual? Et donc du coup pour le premier projet aussi, deuxième question, c'était, enfin vous aviez pas de réseau, c'était vraiment de l'achat-revente pur quoi? Alors le premier projet pour commencer, nous on avait quand même créé un compte Instagram sur lequel on vendait et ensuite à côté on vendait sur Vinted. On avait quand même atteint 8000 abonnés, ce qui était pas mal quand même pour une page rennaise. Donc il y avait vraiment un engouement là-dessus. Et deuxième question, non, c'était pas les mêmes personnes avec lesquelles je suis avec Casual. En fait, tout le monde n'avait pas forcément les mêmes priorités. Et à un moment donné où on a voulu vraiment créer quelque chose de sérieux, comme j'en parlais tout à l'heure, certains se sont retirés et en fait, tant mieux, parce que ça aurait pas forcément collé. OK, ça marche. Donc du coup, tu nous disais aussi qu'avec, Casual Area, vous êtes beaucoup plus passé sur des produits plus haut de gamme. Sur le projet d'avant, du coup, vous vendiez quel, type de produit? C'était vraiment les produits qu'on pouvait trouver du coup en braderie. Donc c'est quand même assez difficile de trouver du haut de gamme là-dedans. Quand je parle d'haut de gamme, nous là du coup actuellement, si certains nous connaissent, on est plutôt sur du Stone, sur du CP Company, du Moncler, etc. C'est des choses qui sont quand même assez rares en braderie française. Et du coup là, on était plus sur des marques françaises ou appréciées par les Français. Donc il y avait du Lacoste, du Ralph Lauren déjà à l'époque. Et sinon, ouais, c'était toutes les marques sportswear, donc Adidas, Nike, Lotto, tout ce qui passait bien en fait, tout ce qu'on trouvait plutôt quali. Il y avait du Kawaii, franchement toutes les marques, en fait on les testait. Il y avait du LS, c'est une marque qui plaisait bien à l'époque, mais le mieux c'était vraiment Champion. Champion ça marchait de malade. OK. OK, ça marche. Est-ce que tu peux juste à titre indicatif, tu peux nous dater un petit peu? Donc là, en termes d'années, c'était quoi? Vous avez fini ce projet-là, c'était en 2021-2022? Non, parce qu'on a lancé Casual en 2021, donc ça devait être en 2019-2020, en tout cas la fin du projet. Donc on avait déjà commencé peut-être en 2016-2017, on était assez jeunes, mais c'était sympa. OK. Et donc du coup, à cette époque-là, ouais, uniquement, enfin en grande partie, vous approvisionnez via, du coup les brocantes, et cetera? C'est ça. Même Vinted, au tout début du projet, il me semble que ça n'existait pas. Faudra se renseigner, mais je sais qu'en tout cas, on ne l'utilisait pas pour acheter ni pour vendre. Et donc, le mieux, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des remises en main propre dans la ville. Et du coup, au début, on ciblait vraiment un public rennais. Et après, bon, le nom avait changé, on avait mis RFC Marketplace pour Rent Free Clothing. Et là, on s'était, parce qu'on commençait à avoir des gens qui venaient d'un peu partout. Et là, du coup, on faisait des envois de colis, etc. C'était plus que rennais. Parce que du coup, même j'imagine, vu qu'au début, ouais, comme tu le disais, à cette époque-là, il y avait pas forcément Vinted, du moins on est plus sur des dates, mais du coup, l'idée, c'était de faire, du coup, un compte Instagram pour promouvoir l'activité, promouvoir les vêtements que vous vendiez, pour derrière aller chercher une cible, donc au début plus rennaise, axée du coup en Bretagne et après derrière, vous diversifier un petit peu et aller chercher un petit peu, tout type de personnes en France. C'est ça. En fait, on n'a pas eu le choix au début de créer une communauté parce que ça se faisait que comme ça. Si tu voulais vendre à part eBay, etc., en fait, et du coup, t'as pas un public français, enfin, c'est un peu compliqué. On était obligé de créer une communauté et donc via le Instagram, on passait par PayPal, etc. Et donc, c'est là où ça a découlé un petit peu. Et après, on est passé, ouais, effectivement, via Vinted, du coup, qui était quand même plutôt simple pour tout ce qui était paiement. Et puis, ça rassurait aussi les clients. OK, ça marche. Question un peu à part, du coup, tu as fait des études un petit peu, on va dire dans tout ce qui était vente, marketing, commerce et cetera. Est-ce que tu as pu appliquer des choses que toi, tu avais vues en cours typiquement?
Parce qu'on a tendance à voir, avec le contenu qu'on voit sur les réseaux, enfin, tu as l'impression les gens ils disent que les cours ça sert à rien. Moi je sais qu'il y a énormément de choses que j'applique, que j'ai vu en cours, que j'applique, aujourd'hui. Est-ce que de ton côté, toi, il y a des trucs que tu avais appris en cours, je sais pas, des termes, des stratégies, peu importe, que derrière qui t'ont permis du coup dans ton projet à toi? Ouais, totalement. Pareil, je suis un peu du même avis que toi, les cours c'est hyper important. Au-delà de ce que tu apprends, hein, peu importe les cours, ça t'apporte une rigueur. Typiquement, moi j'étais en commerce, mais ce qui m'a appris le plus, je pense, c'était le travail en équipe. Là, aujourd'hui, on est quatre dans l'entreprise, et c'était hyper important de pouvoir faire des projets de groupe, etc. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va retrouver en entreprise ou en entrepreneuriat. Et donc, savoir le faire, savoir bien travailler, se mettre au travail quand il faut, avoir des deadlines, etc. En fait, tout ça, c'est hyper important. Ça paraît relou sur le moment parce qu'on a des consignes, on doit rendre le projet à un moment donné, on a d'autres choses à faire à côté, mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat finalement. Donc là-dessus, sur les méthodes de travail, enfin, ça m'a beaucoup apporté. Euh, et après, pour les cours, moi, il y avait des choses qui m'intéressaient moins, donc je les mettais un peu de côté. Et tout ce qui m'intéressait, je le reprenais pour le reproduire un petit peu avec ma boîte. Donc c'est vrai que quand j'avais des cas d'études, pareil avec des consignes encore une fois, sur le moment ça te plaît pas forcément parce que c'est pas forcément ce que tu recherches, ton domaine, etc. Mais au final, si tu l'appliques à ton entreprise, il y a plein de choses qui peuvent être bénéfiques. Le marketing c'est super important, notamment quand tu veux créer un site internet, si tu veux faire du mailing, si tu veux faire des SMS, tout ça faut le connaître un petit peu et tu l'apprends en commerce. Et après, ouais, tout ce qui était d'études marketing ou de fidéliser une communauté, fidéliser une clientèle, tu dois le faire dans tous les commerces. Et donc, nous, c'est hyper important. Et il y a plein de choses que j'ai pu apprendre en cours, effectivement, et qu'on a remis en place chez Casual Area. OK. Du coup, je sais que maintenant là, vous êtes en société, en SARL si je me trompe pas? Ouais, SAS. OK, SAS. Pour le premier projet que vous aviez eu, est-ce que du coup vous étiez en micro-entreprise? Est-ce qu'au début déjà vous aviez les notions de déclarer et cetera? Parce que surtout quand avant il n'y avait pas tout ce qui était, TikTok, prévention et cetera et c'est vrai que l'entrepreneuriat était quand même beaucoup moins mis en avant et est-ce que comment vous avez géré un petit peu cette partie-là, pour déclarer, votre activité? Alors, nous, du coup, on était tous micro-entrepreneurs. Effectivement, au début, on ne savait pas, en fait. Pareil, maintenant, on est quand même plutôt avertis, notamment via les réseaux sociaux, du coup, mais aussi le gouvernement qui met en place plein de choses, plein de communiqués, etc. Mais au début, on ne déclarait pas. Après, on ne dépassait pas un certain seuil aussi. C'était pas non plus des sommes astronomiques. Ce qui était sympa, c'est qu'on margeait beaucoup. Je conseille quand même aux gens parfois de commencer en braderie parce qu'il y a beaucoup de marge à se faire derrière. Les produits sont vraiment entre 50 centimes et 5 euros maximum. En tout cas, nous, c'est ce qu'on se fixait. Et donc après, la revente, c'est entre 10 euros et ça pouvait monter hein, pour un beau pull champion à 60 euros, quoi. Donc après, on ne faisait pas des chiffres exponentiels. Donc micro-entreprise, c'était bien. Jusqu'à un moment donné où on s'est dit, bah, on s'ouvre en fait une société tous ensemble. Parce qu'à la base, on investissait tous notre argent à nous. On mettait tout en commun sous le nom de RFC Marketplace ou Rent Crossing, c'était la même page. Et après, on se redistribuait les sous, mais par rapport à nos investissements à nous. Donc c'était un travail commun en termes de fidélisation, création de communauté, etc. Mais en termes d'investissement, c'était notre investissement perso à chacun à chaque fois. OK. Donc du coup, au début, comment dire? Vous aviez chacun votre micro-entreprise. J'imagine que vous aviez tous l'ACRE aussi? Ouais, ouais, ouais. Et après, du coup, vous avez fait la transition. Donc là, avec Casual Arrest, c'est la deuxième société que tu as. Avant, du coup, vous aviez Ouais. déjà vous aviez déjà, pardon, une société, du coup, avec le premier projet, sur lequel tu as travaillé. Bah, on avait quatre sociétés, du coup, c'était quatre micro-entreprises sous une même page Instagram, grosso modo. OK, ça marche. OK, OK, très bien. Et donc du coup, pour la Donc, déclaration, c'était comment? C'était galère un petit peu, non? non, en fait, nous, on avait du coup nos petites références sur nos produits. Après, pareil, un Google Sheet où tu notes toutes tes ventes, etc. Et après, non, ça posait pas forcément de problème. Moins que maintenant, même. C'est plus compliqué en SS. Ouais, bien sûr. Déjà, ouais, du coup, rien que par rapport à ça, pour rebondir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la transition déjà, du coup, bah, là, sur le projet Casual, comment vous avez fait la transition? Depuis combien de temps vous étiez en micro? Quels facteurs vous ont fait vous dire: «Voilà, on va passer à l'étape supérieure» entre guillemets? Parce que bon, c'est quand même assez significatif quand tu passes de micro à société, c'est quand même que tu as Ouais. passé un certain stade. Comment c'est venu un petit peu cette, réflexion-là et ce nouveau palier? Bah déjà, on en avait un peu marre d'avoir tous nos CA, tous nos bénéfices, etc. On voulait tout centraliser au sein d'une même entité, simplement. C'est plus motivant quand même. En fait, quand tu as fait, bah, du coup, pour Casual RR, quand tu as fait monter un compte Instagram, que tu fais des ventes, etc.,
c'est un peu compliqué toujours de dire ah, mais cet article-là il est à moi, cet article-là il est à toi. Ah, mais t'investis pas assez, moi j'investis beaucoup. C'était un peu compliqué. Typiquement, quelqu'un qui a un peu moins d'argent et qui va s'investir beaucoup dans Casual Area va gagner moins qu'une personne qui a pas mal d'argent et qui investit beaucoup d'argent, mais qui s'investit pas dans Casual Area. Et donc, c'était compliqué un petit peu sur ça. L'élément déclencheur, je me l'étais noté, nous, c'est le local. On s'est mis dans un local en 2021, du coup, il me semble, 2022 peut-être. Et c'est vraiment le fait d'avoir un endroit pour travailler où on a du coup regroupé tous les stocks parce qu'à la base c'était chacun chez nous. Ah bah, c'est vraiment ce qui nous a permis de nous dire eh ben, on veut créer quelque chose, une même entité tous ensemble, avec un lieu du coup où on pouvait travailler aussi tous ensemble. Et c'était ça un peu l'élément déclencheur. Il y avait aussi le chiffre forcément d'affaires. Euh, on était obligé de passer en société. OK, ça marche. Hem, Juste avant, du coup, tu disais que vous étiez, 4 sur le projet. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment vous fonctionnez? Qui a quel rôle? Comment vous organisez au quotidien? Voilà, vos process et comment vous arrivez vraiment à avancer tout en ayant chacun vos tâches? Bah, du coup, il y a eu pas mal de changements parce qu'à un moment donné, on était tous en études euh, ou autres. Et donc, du coup, on avait des tâches enfin, pas claires, honnêtement. D'ailleurs, je le conseille aussi ça, dans un travail d'équipe. Je pense que c'est bien d'avoir chacun ses tâches prédéfinies. C'est cool d'être multitâche, mais des fois, on s'y perd un petit peu. Donc, je conseille parfois, en fait, de chacun se mettre sur une tâche en particulier. Nous, du coup, on est quatre, dont deux à plein temps, donc depuis septembre, puisqu'on était en études ensemble et qu'on a terminé les études en même temps. Donc, il y a moi, je vais plus gérer tout ce qui est communication, gestion du magasin en général. Après, il y a des choses qu'on fait tous ensemble, mais gestion des dépôts-ventes, gestion des achats, etc. Mais moi, c'est vrai que je suis plus sur la communication à fond. Un peu de site internet, un peu de marketing. Je touche à tout, mais je suis vraiment fixé sur la com. Alors que mon autre associé à plein temps va plus être sur la comptabilité, gestion des stocks et achat. Et donc ça, c'est assez important aussi de pouvoir le différencier. Parce que si on faisait les choses tous les deux en même temps, parfois ça bloquerait ou t'es pas forcément efficace. OK. D'autant plus que ouais, là, on parle pas mal de casual, mais du coup, à savoir que vous avez votre partie site web où du coup, principalement, là, vous vendez, des vêtements à 95 et là, plus récemment, des sneakers et donc du coup, à côté, il y a le projet, du coup, physique que tu as évoqué où du coup, là, vous avez une boutique, du coup, à Rennes. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, c'était un peu l'élément déclencheur de s'y mettre aussi à plein temps. C'est que d'avoir du coup une boutique, bah, forcément il faut des vendeurs. Il y a quand même du taf derrière, on se rend pas compte, mais il y a plein de choses à faire. Et donc, il fallait qu'on soit aussi à plein temps. Donc, on n'est que deux à plein temps. On est quatre associés, donc il y a un autre qui est en études et un autre qui travaille en restauration. On n'a pas forcément besoin d'être quatre forcément en boutique. Mais voilà, ils sont là quand il y a besoin, donc c'est top. OK, ça marche. À savoir aussi que du coup, pourquoi on est amené à se faire ce podcast-là, dans la mesure où du coup, bah, en fait, moi j'ai été amené à travailler, étant donné que moi aussi je suis de Rennes, j'ai été amené à travailler avec Archive, à faire du dépôt-vente, là, pas du tout sur la partie vêtements. Je fais pas de vêtements avec eux, mais surtout sur la partie sneakers en grande partie. D'où le fait que la connexion elle s'est fait assez rapidement. Mais pour revenir du coup sur toi, sur ta partie du coup que tu gères, marketing, communication, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la stratégie que vous et que tu as voulu mettre en place pour un petit peu promouvoir le projet? Comment vous fonctionnez? Voilà, à un moment, c'était vraiment les drops, sur Instagram, maintenant c'est via un site. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet enchaînement? Voilà, les choses que vous avez mis en place, les canaux par lesquels vous passez, pour vraiment, voilà, booster l'activité? Ouais. Pareil, ça a pas mal changé. Je pense qu'il faut tout le temps s'adapter quand même bah, à sa cible, à ce qui se passe un petit peu partout. Nous, on a commencé du coup avec Azolera sur TikTok. C'est ce qui nous a vraiment boosté. OK, du coup, on se retrouve, juste après, le lendemain de la première partie, du coup, du podcast, qu'on avait tourné. Du coup, je commençais à aborder avec toi, Enzo, un petit peu la stratégie que vous aviez mis en place, là, au fur des derniers mois, des dernières années avec Casual. Du coup, justement, est-ce que tu peux nous en parler, expliquer les choix que vous avez pu faire? Surtout en termes de communication, du coup. Ouais, en termes de communication, comment vous avez aussi, pu créer une communauté? Comment vous avez réussi, du coup, à la monétiser derrière? Donc faire en sorte que derrière, ils puissent acheter vos produits, un petit peu les strates que vous avez mis en place. Ok. Bah, du coup, nous, à la création du compte Instagram de Casolaria, on a fait pas mal de pubs auprès des amis. Hein, c'est ce qui fonctionne au début, pour ceux qui veulent bien vous suivre.
On a aussi posté pas mal de messages dans des groupes spécialisés. Typiquement, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Stone Island France, qui était plus actif à l'époque, mais sur lesquels on a fait un peu de la promotion de notre page d'achat-revente. Et c'est ce qui nous a ramené quand même nos premiers abonnés. C'était la cible parfaite puisque c'était des gens qui étaient passionnés de Stone. Il y avait aussi des groupes sur du Heavy, des groupes d'achat-revente en général. Donc c'est bien d'utiliser ces groupes pour pouvoir construire une première communauté, même si désormais ils sont quand même un peu moins actifs. Euh, donc pendant un an ou un an et demi, je crois qu'on a charbonné sur Instagram avec quelque chose d'assez régulier qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est des drops tous les dimanches à 18 h. Donc le but pour nous, c'était d'avoir un rendez-vous pour tout le monde, que dans la tête des gens, ça soit assez simple, qu'ils ne soient pas forcément obligés de limite nous suivre sur Insta pour savoir que nos drops, c'est tous les dimanches à 18 h, avec au début 10 articles, puis 15, puis 20 et maintenant 25, notamment avec les stinkers aussi maintenant. Mais du coup, on a commencé par ça. Pendant un an et demi, on a monté jusqu'à 700 abonnés sur Insta, ce qui n'était pas énorme. Ça nous permettait quand même de bien fonctionner, mais on était obligé quand même de vendre hors Casolarea. Donc on vendait un petit peu sur Vinted, sur les groupes Facebook spécialisés, etc. Et alors j'en ai discuté avec enfin, avec mes associés à l'époque. Moi, je voyais quand même l'engouement de TikTok, que prenait TikTok simplement. Euh, et eux, ils n'étaient pas trop chauds pour se montrer leur tête, etc. Moi non plus. Et donc, du coup, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que j'avais mis une cagoule CP Compagnie et j'avais fait des TikTok avec notre stock de Stone, CP, Montclair juste derrière moi. Et à partir de ce moment-là, ça a été aussi un élément déclencheur, puisqu'on a pris, je crois, plus de 5000, plus de 6000 abonnés en quelques mois, quoi. Donc on passe de 700 à 7000 voilà, en peut-être 3 mois, jusqu'à monter à maintenant, aujourd'hui, on est à 11 000. Et TikTok, ça a vraiment été un élément déclencheur parce que tout le monde se disait, mais c'est qui ce mec cagoulé avec un stock énorme à l'arrière, puisqu'à l'époque, l'achat-revente, c'était pas trop démocratisé, mais surtout l'achat-revente haut de gamme, ça existait que très peu, quoi. Euh, donc ça nous a pas mal fait buzzer, c'était cool. On a gardé du coup tout le temps les drops tous les dimanches à 18 h, ce qui faisait que le lundi, on montrait un petit peu les résultats du drop. Et à partir du mercredi, on commençait à teaser, du coup, à montrer les articles qui vont être au drop prochain. Et ça, c'est comme ça depuis toujours, quasiment. Toutes les semaines, à chaque fois, on tease les articles qui vont arriver le dimanche à 18 h. Et du coup, ça a hypé les gens, puisque c'était sous forme de drop. Enfin, le format drop est quand même pas mal. Les gens sont assez précis, ils veulent avoir l'article en particulier. Vu qu'on est sur de la seconde main et des articles assez spécifiques, il faut trouver sa taille et son bon prix. Et donc voilà, ça se battait un petit peu pour les drops pendant un petit moment. OK, ça marche. Bah, ce qui est marrant, c'est comme tu l'as dit au début, c'était la volonté de pas vouloir montrer votre visage. Donc du coup, c'est toi qui as pris du coup la cagoule et au final, c'est ça qui est un peu, imager entre guillemets le projet, de dire c'est qui ce mec-là, comme tu le disais, qui a autant de stock, enfin, sur les TikTok, on le voit, il y avait des dizaines, enfin même des centaines de pulls, du CP, du Stone, du Moncler, et cetera. Du coup, forcément, ça a attiré l'œil, c'était un peu atypique. Et donc, au final, de base, c'était juste pour pas Exactement. montrer ton visage. Et au final, tu t'es retrouvé du coup à accumuler pas mal de vues, pas mal de gens du coup qui étaient un peu étonnés, quoi. Ouais, j'avais pas mal d'avis mitigés dessus, parce que bah, le fait de mettre une cagoule pour de la vente haut de gamme, c'est pas forcément cohérent à la base. Tu montes pas ton visage, les gens peuvent se dire que c'est du fake, etc. Au final, on avait quand même beaucoup de commentaires justement en disant c'est pas possible, c'est du faux, etc. Mais ça nous a ramené un peu de buzz et en vrai, tout buzz est bon à prendre en termes général. Et du coup, ouais, on a eu pas mal. En fait, nous, du coup, pendant mon parcours scolaire, j'ai fait pas mal d'incubateurs. Un incubateur, c'est un endroit où tu as des professionnels qui vont t'accompagner sur ton projet. Et eux, ils comprenaient pas du tout la cagoule. Parce que c'est quelque chose d'assez strict. Mais c'était aussi l'époque de la drill, etc. Et en vrai, ça, c'était pas mal. Moi, j'avais pas envie d'être connu dans la rue. Je savais pas quelle ampleur ça allait prendre. Et donc la cagoule, ça a été une très bonne idée. Et là, du coup, depuis peu, je l'ai enlevé parce que ça faisait un an qu'on avait le site internet, qu'on a une société et que je trouvais que c'était moins cohérent maintenant pour vendre des articles haut de gamme. Et puis même, la cagoule, c'était bien pour les trends, mais pour parler avec, c'est un peu plus compliqué. Et maintenant, on essaye en tout cas de faire des vidéos un peu plus qualitatives, avec un peu plus de sens, en étant un peu plus transparent. Et du coup, la cagoule, ça mettait vraiment un obstacle entre ça et nos clients. Ouais. Bah, en fait, ça, je pense que ça crée un certain décalage et comme tu le disais,
En fait, c'est pas cohérent de mettre la cagoule si tu parles derrière, parce que quand t'as la cagoule, ça fait vraiment en mode le mec, il est inconnu, quoi. On voit ni son visage, on n'entend pas sa voix, rien. Alors que si t'entends un des Ouais, deux, genre, admettons, bah voilà, t'as la cagoule et tu parles, ou alors tu parles mais on voit pas ton visage, enfin peu importe, mais l'idée c'est que derrière t'as créé un peu, sans vouloir le faire exprès, un personnage ou un truc qui a en fait bien marché et qui vous a ramené full client, les gens ils étaient étonnés. Et tu commençais aussi ouais, à d'ailleurs à dire à faire le parallèle en disant, bah, vu que vous aviez une enfin, tu une cagoule, les gens, ils demandaient peut-être ils étaient encore plus amenés même à dire que c'est du fake ou autre parce que bon, dans l'achat-revente, on va pas se mentir, les gens, ils sont ultra méfiants, ils demandent des factures, ils demandent des ci, des ouais. ça. Comment vous avez géré un peu, du coup, le fait de d'authentifier? Surtout qu'au début, vous faisiez, des drops, donc c'est-à-dire, comment vous faisiez un peu, ouais, pour du coup montrer aux gens, bah, voilà, que vous êtes professionnel dans votre domaine et pour que derrière, du coup, les gens, ils soient en confiance? Ouais, c'est vrai que ça, c'est du coup, c'est un obstacle, enfin, c'est un frein hein, quand on se lance dans l'achat-revente, surtout le haut de gamme, tu vas avoir beaucoup de remarques sur c'est du faux, etc. Alors, nous, on a fait des vrais VS faux, c'est quelque chose qui est sympa à faire pour montrer à ta communauté en fait comment authentifier un article. Bah, déjà, ça apporte une ressource et en plus de ça, ça te donne de la légitimité puisque derrière, tu montres comment authentifier un article. Donc les vrais vs faux, ça nous a mis un petit peu, enfin ça a mis les gens en confiance parce qu'en fait tu peux charbonner à fond sur tes authentifications d'articles et c'est ce qu'on faisait, mais ne pas le montrer et donc les gens ils sont toujours pareils, hein, ils sont méfiants, surtout avec une cagoule. Mais je t'avoue aussi le nombre d'abonnés, ça a fait que on nous a vraiment fait confiance. C'est pour ça que c'était, tu vois, quand on avait 700 abonnés et qu'on n'était pas sur TikTok, bah, il fallait tout le temps envoyer les certis logos, par exemple pour Stone Island. Les photos du badge, l'arrière du badge, chez Moncler c'était pareil. Et du coup, franchement, c'était un peu redondant. Et dès qu'on a passé un certain nombre d'abonnés, on nous demandait plus du tout. Donc, franchement, c'était génial parce que c'est une grosse perte de temps. Mais du coup, voilà, montrer des vrais VS faux, monter en abonnés et surtout se professionnaliser aussi, professionnaliser pardon, dans son contenu aussi. Quand il voit quelqu'un qui fait des trucs propres derrière, des belles photos, qu'il a un local, qu'il a une équipe derrière, qu'il envoie beaucoup de commandes, qui montre aussi ses avis. Nous, on avait les avis, du coup, on les mettait en story à la une avec les retours clients. Et ben tout ça, c'est des choses qu'on fait que les gens nous aient confiance. OK, ça marche. Donc du coup, ouais, tu pas mal axé sur le fait, le nombre d'abonnés, ça vous rendait entre guillemets «plus légitime», enfin du moins pour les acheteurs. Les acheteurs, ils trouvaient que vous du coup, vous avez plus de légitimité du coup à vendre ce type de produit. Heu, Là, Ouais, du coup, tu nous as dit un petit peu comment vous fonctionnez avec, Insta, TikTok et cetera. Mais selon toi, comment et de votre côté, comment vous avez fait vraiment pour avoir, entre guillemets, «bâtir» un petit peu au fur et à mesure, bah, une petite communauté? Parce que bon, 10 000, 11 000, tu l'as dit maintenant, c'est quand même pas mal et du coup, ça vous a permis derrière d'aller chercher des projets plus importants parce que du coup, vous aviez de la visibilité, quoi et vous avez de la visibilité. ouais. Bah du coup, TikTok à fond. Instagram, il faut souvent faire des stories, des sondages, des posts. Et nous, c'était le cas avec notre démarche de drop tous les dimanches à 18h, c'est-à-dire qu'on est actif quasiment toute la semaine. Et c'était pas mal même pour fidéliser. Sinon, répondre vite aux messages, parce que sinon les gens ils passent à autre chose. Avoir un côté un peu amical, en tout cas nous ça c'était notre approche aussi. C'est-à-dire que quand tu nous envoies un message, on te parle comme si on te parlait dans la vraie vie, donc les gens ils appréciaient ça. Je pense qu'on était hyper rapide aussi en réponse aux messages. Chacun avait son rôle chaque semaine, donc c'était assez pratique. Euh, Après, on a fait un peu d'influence, un peu de concours. En fait, les gens ils voient un intérêt avec un concours qui va arriver bientôt. Ils te revoient chez un influenceur, donc ils sont rassurés aussi, ou ils se réabonnent, ou ils te connaissent si c'était pas encore abonné, mais ils s'abonnent du coup. Et on a fait aussi pas mal de choses du genre des ventes privées. Donc c'était à un moment donné où on bradait les articles. Et en fait, on avait pas mal d'événements comme ça à chaque fois. On avait eu aussi des pop-up stores. Donc on faisait des magasins éphémères dans des boutiques. Donc on a fait deux fois à Angers, deux fois à Rennes, quand on n'avait pas encore la boutique physique Archive. Et tout ça, ça faisait que les gens se disaient, bon, ok, je sais ce qu'ils vendent en ligne, et peut-être un jour ils seront dans ma ville, donc je reste abonné aussi. OK. OK, ça marche. Donc, ouais, diversifier les formats, cette approche dépôt-vente, du coup, tu l'as dit avec des influenceurs aussi, un peu des collaborations pour derrière aussi vous ouvrir les portes et Ouais, pas enfin, au début, tu l'as dit, hein, surtout sur le premier projet, vous étiez focus énormément sur Rennes et du coup, là, avec les réseaux et toutes les possibilités,
s'élargir à la France, de manière générale et même du coup aux autres pays anglophones, francophones, pardon. Ouais, totalement. Ouais, ouais, ouais. Même, tu vois, je parlais des groupes spécialisés au tout début. Il y a des groupes spécialisés du coup dans certaines marques, mais sur d'autres pays. Et ben, on a fait quelques messages dans ces groupes-là pour promouvoir Casual. Et maintenant, on a des commandes partout en Europe, hein. OK. OK, OK, top. Donc, vous avez des commandes, j'imagine, en Belgique, heu, Suisse, Angleterre, Italie, Espagne, c'est déjà arrivé, un peu partout. OK, ça marche. Juste pour revenir du coup à la partie influence, que tu commençais à évoquer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, enfin si tu le souhaites, hein, avec quel influenceur vous avez travaillé? Et comment ça s'est déroulé? Quelle démarche vous avez mis en place? Est-ce que c'est l'influenceur qui est venu vers vous? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers l'influenceur? Et derrière les résultats que ça a pu vous apporter, est-ce qu'il y a eu un réel impact? Comment ça a fonctionné un petit peu? Nous, on a choisi de pas forcément répondre positivement aux influenceurs qui venaient à nous, parce que on les sentait pas vraiment très intéressés. Et c'était souvent aussi à des périodes où on n'en avait pas forcément besoin. Faut quand même mettre de l'argent et en fait ça fonctionnait bien sans influence. Par contre, pour des événements en particulier comme la sortie du site internet ou les 1 an du site internet ou un pop-up store qu'on avait fait à Rennes, là on avait contacté des influenceurs qu'on avait déjà ciblés. Il y avait eu Shaina à Rennes, qui, est une influenceuse, qui était une influenceuse un peu mode à l'époque et quand même pas mal suivie aussi sur Rennes. Donc on lui avait donné des articles pour qu'elle puisse parler un petit peu du shop en ligne, mais aussi du pop-up store qu'on faisait à Rennes. On a travaillé aussi avec Ximi, qui est assez connu quand même sur TikTok et Instagram, euh, bon, qui maintenant est à Dubaï, euh, et qui avait pareil, on avait fait un concours avec lui, on lui a offert des vêtements, il avait montré un petit peu les rendus portés, et on avait pu reposter le contenu sur notre compte aussi, donc c'était pas mal. Et dernièrement, on a travaillé avec Nathan Rossel, pareil, qui est un jeune qui fait du recel, qui donne notamment quelques conseils, etc. Mais voilà, qui se diversifie pas mal dans son contenu, il fait du vlog, etc. Pour la sortie des sneakers sur le site, donc tu es au courant, Mathias, du coup. Euh, et il a pu un petit peu parler, pareil, de ce qu'on vendait actuellement, donc le Stone CP, Moncler et Visu, etc. Mais aussi les sneakers. Euh, et puis sinon, en termes de ressenti sur l'influence, en tout cas, nous, on n'est pas totalement convaincus. Ça coûte pas hyper cher pour tous, mais il y en a certains qui sont bien accompagnés et qui vont demander des gros montants. Et honnêtement, nous, on a eu un peu de gain d'abonnés, mais c'est des abonnés qui sont pas venus forcément d'eux-mêmes, donc qui se désabonnent quelques temps après, pour la plupart. Et en termes de vente, je pense qu'il y a encore des stratégies qu'on n'a pas testées, euh, qui fonctionneraient mieux que juste voilà, faire un réel sur Instagram ou une vidéo sur TikTok et une petite story avec un lien qui redirige vers le site. Ouais. Bah, on y reviendra juste après, du coup, aux différentes stratégies. Je pense qu'on va parler un petit peu d'ads, d'emailing, et cetera. Mais juste avant, du coup, tu as commencé à évoquer la partie sneakers. Du coup, enfin, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est fait? Faire le lien, du coup, aussi avec les 1 an de Casual, enfin, du site, et dire un petit peu, voilà, comment vous avez mis ça en place, quelles sont un peu les attentes par rapport à ça. Ouais, bah écoute, nous du coup on a longtemps été spécialisé dans les vêtements. Les sneakers c'est quelque chose qu'on connaissait au moment du Covid, enfin on a tous été un peu resellers à un moment donné, mais plus sur du neuf. Mais on savait que le neuf, ça allait pas forcément durer. Et la sneakers de seconde main nous attirait. On a ouvert du coup une boutique à Rennes qui s'appelle Archive Concept Store avec une autre entité qui s'appelle Copta Sneaker. Ils sont restés 6 mois au sein de la boutique et ils ont décidé de partir, de totalement arrêter pour se tourner vers un autre projet. Et donc du coup, ça a été une opportunité pour nous de reprendre cette partie sneakers d'abord en boutique. Et vu qu'on aime bien quand même, et ça c'est un conseil que je peux donner, à chaque communication, faire quelque chose d'assez fort. Là pour les 1 an du site, on avait mis des articles gratuits, on a fait un drop de 50 items, mais on a aussi ajouté du coup les sneakers sur le site. Et on avait déjà une grosse base de vêtements. Nous, le but quand même, Casualeria, et on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est que ça devienne vraiment un shop multimarque haut de gamme, sans trop se diversifier non plus, mais voilà, au moins ajouter donc les sneakers, ça c'est fait. Pourquoi pas de la bagagerie un peu plus tard ou des sacs. Et pourquoi pas après des accessoires comme des bijoux de seconde main, etc. pour avoir vraiment une boutique qui te propose de A à Z un outfit complet.
Euh, et puis l'objectif, nous, donc là c'est le test encore pour l'instant. On a pas mal de sneakers qui vont aller sur de la collab, de la J4, de la J1, mais aussi des sneakers de luxe. Et on est en train de voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux sur Casual, euh, qui a quand même une clientèle un poil différente que celle qu'on a sur N. Donc voilà. OK. Donc dans l'idée, c'est vous avez entre guillemets un peu poncé, la partie, bah, Stone, CP et cetera. Je pense que la majorité des gens vous connaissent dans ce domaine-là. Nous-mêmes, quand on accompagne des gens, la plupart, ils vous connaissent, du moins quand ils font ce type de marque-là. Donc du coup, là, l'idée, ce serait d'aller, dans un premier temps, chercher une partie clientèle sneakers et au fur et à mesure, à chaque fois, s'élargir et aller chercher un public, plus large. C'est ça exactement. C'est de pouvoir se dire, en fait, on a quand même pas mal de trafic sur le site internet grâce aux vêtements, et de pouvoir avoir des produits alors ou complémentaires ou pas du tout, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur le site, qui veut un item, mais cet item est vendu, parce que quand même sur le site il y a ouais, 80% des items qui sont sold out. Et ben il va pouvoir un peu se rendre sur d'autres pages et découvrir du coup des sneakers et peut-être plus tard d'autres produits. En tout cas, qui repartent avec, enfin quand un client vient sur le site, qui puisse repartir avec quelque chose. Et effectivement, Stone, CP, Moncler, etc. Ça plaît à des gens, mais on a tous des petites paires en tête qu'on avait envie de cop à l'époque, qu'on a envie de cop actuellement. On ne sait pas trop où l'acheter, en neuf c'est trop cher. Et donc nous, on est là pour proposer des sneakers du coup en seconde main à prix attractif. OK, bien sûr. Dans tous les cas, on mettra le lien du site pour les personnes qui le souhaitent dans la description. Euh, pour rebondir un petit peu, du coup, tu nous as dit, voilà, là, il y a vos produits, entre guillemets, qui marchent, et après, l'idée, c'est de s'élargir un petit peu. Est-ce que vous avez des produits best-sellers, genre vraiment des produits, chaque drop, à chaque fois, ça marche? Et est-ce que aussi ce panier moyen, enfin, pas ce panier moyen, mais ces produits phares, est-ce qu'ils ont évolué au fil du temps? Donc là, les derniers mois, dernières années, ou c'est quand même relativement les mêmes? Euh, alors, nous, les produits phares, de toute façon, ça reste Stone CP, mais en même temps, on est spécialisé là-dedans. Par exemple, si vous faites de l'achat-revente Vinted, vous n'avez pas forcément de communauté, et donc vous pouvez vous spécialiser dans des articles qui sont pas forcément, enfin, qui vous plaisent d'ailleurs, mais je veux dire, vous pouvez swiper, faire des tests, etc. Nous, on a quand même une communauté établie avec une demande qui est forte sur Stone et CP, et donc, voilà, ça s'adapte pas, et donc voilà, ça peut pas s'adapter forcément à tout le monde. En tout cas, nous, c'est du Stone, du CP. Les pulls, les pulls, honnêtement, c'est ce qui fonctionne quasiment le mieux. Par contre, ça va changer au niveau des périodes. Bah forcément, l'hiver, ça sera plus les doudounes. L'été, ça sera plus les t-shirts et les shorts. En tout cas, on joue beaucoup avec la saisonnalité. Et oui, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Surtout en termes de prix. Il y a des fois où on vendait des cols roulés 200 euros. Aujourd'hui, on les vend plutôt à 150, 160 et parfois ils peinent à partir, même en hiver. Donc ouais, même les hoodies à un moment donné c'était hyper demandé, les gilets avec les lunettes c'était hyper demandé et tout ça ça change. Donc on a toujours des commandes, mais à un moment donné où c'est vrai que ça partait en 30 secondes quoi. Un gilet CP avec les lunettes à l'arrière, ça partait en 30 secondes. Alors que maintenant en soi, ils peuvent partir dans la soirée, mais ils peuvent aussi partir dans la semaine. En tout cas, il y a moins d'engouement dessus. Et à chaque fois, ça a été ça. C'était les articles en laine. À un moment donné, on les vendait super cher. Les cargos Stone Island, pendant un moment donné, on les vendait 180, 190, 200 euros. Euh, la coupe est assez slim et du coup, elle plaît moins maintenant. Donc ouais, faut savoir écouter un petit peu ce que demande la communauté, bien regarder ses ventes et pouvoir les analyser pour savoir un petit peu ce qui parle le mieux quand on donne une communauté. Et surtout questionner sa cible. Donc nous, on fait des sondages sur Insta pour savoir ce que les gens veulent et on essaie de s'adapter au mieux. Ok. Ok, ça marche. Donc du coup, ouais, en plus, je pense il y a eu un rôle important qui a été joué par Vinted et par les resellers, parce que c'est vrai que enfin, vous étiez un peu quand même vraiment en avance comparé au marché de manière générale, hein. Je me rappelle du Stone CP, et à ce moment-là, moi j'avais commencé, mais vous en faisiez déjà depuis 6 7 mois. Mais je pense à ce moment-là, il y a personne qui en faisait en vrai déjà, personne ne le mettait en avant sur les réseaux. Du moins, un mec qui dit, ouais, je fais de l'achat-revente de telle marque. Donc encore moins Mhm. sur Vinted. Et je pense que du coup, avec cette évolution-là, où il y a de plus en plus de concurrence, les gens aussi, ils ont vu qu'ils pouvaient acheter sur Vinted. Et donc, du coup, le prix, il a logiquement baissé. Ouais. Mais est-ce que vous avez testé, genre, je sais pas, des marques un peu plus nichées peut-être? Est-ce que, par exemple, du Arte, du Evisu, ce type de marque-là, ou même du Burberry? Ouais, alors après pour en revenir au truc de Vinted,
Ouais, effectivement, il y a plus de propositions sur Vinted, mais les gens aussi euh, flippent quand même pas mal de recevoir de la contrefaçon, tu vois. La contrefaçon ou des trucs qui sont tachés ou des trucs qui leur conviennent pas en termes de taille. Nous, c'est vrai qu'on accepte quand même assez facilement les retours et on se met aussi à des prix qui sont un peu ceux de Vinted, en tout cas en revente, quoi. Et donc, du coup, on a toujours une clientèle, par exemple sur les pulls, ça a jamais changé, quoi. Euh, les pulls, tu peux peut-être en trouver 20 euros moins cher que chez nous. Par contre, chez nous, tu sais qu'il est authentique, que les défauts elles sont spécifiés. Tu as moins 10% d'ailleurs sur ta première commande, donc c'est quand même bénéf. Et, euh, et surtout, tu peux faire un retour facilement si jamais la taille ne te convient pas. Donc, même si les gens savent que sur Vinted, ça peut être moins cher de temps en temps, ils choisissent quand même de passer chez nous parce qu'il y a un service qui est qualitatif. Et là-dessus, c'est important aussi, c'est de se différencier de Vinted, donc notamment dans le packaging. Là, on est en pénurie, mais on avait des stickers, une carte de remerciement d'achat, une enveloppe qui est soignée, une facture. Tout ça, c'est des choses qui vont pousser le consommateur à, même s'il connaît les prix de Vinted un peu moins cher, à venir chez nous. Ouais, ouais, parce que derrière, du coup, bah, le service client, forcément, il est là. Tu as une offre qui est Ouais, qualitative et donc, du coup, la personne a besoin d'être rassurée, hein, comme tu le disais à l'achat. Si la personne n'est pas rassurée, enfin, moi-même, hein, le premier, si j'ai un article à 110 euros, mais que j'ai des doutes, je suis pas serein quand j'achète, je préfère mettre 20 euros en plus et être sûr que tout sera carré, quoi. exactement. Et pareil en termes d'approvisionnement, du coup, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais nous, pour l'achat, on a quand même, maintenant qu'on a une communauté, on a quand même beaucoup de personnes qui nous proposent de nous revendre leurs articles et souvent moins cher que le prix qu'ils ont mis sur Vinted, parce que derrière, en fait, il y a une personne sur deux qui a déjà eu un souci en vendant son article sur Vinted, le mec reçoit, il dit qu'il a reçu une balle de tennis, et après c'est une galère parce que le service client c'est aléatoire. Donc pour l'approvisionnement aussi, les gens peuvent acheter, enfin les gens peuvent facilement revendre sur Vinted, mais choisissent tout de même de nous vendre à nous parce que bah, ils ont l'argent rapidement. Enfin, il y a pas mal d'avantages. Et ouais, Ouais, je te laisse terminer si tu veux. bah, juste du coup, tu posais la question en termes de marque. C'est vrai qu'on est parti. Nous, au tout début, on a commencé que avec du Stone. On n'achetait même pas le CP compagnie. Finalement, on l'a mis aussi sur Casual. On a continué avec le Moncler. Et là, maintenant, on a choisi de se diversifier, en tout cas cette année, avec des marques. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut savoir les authentifier, il faut savoir les trouver, connaître les articles qui vont partir ou non. Avec des marques du coup, comme Evisu, Arte, effectivement, tu l'as cité. On va tester un petit peu le Stussy prochainement en boutique sur des t-shirts. On a aussi du True Religions, du Pata. On a vraiment pas mal de marques maintenant. Jacquemus, Ami, toutes les marques qu'on arrive à trouver qui ont une histoire et qui sont avec des retails élevés en général. Et donc on va essayer de les proposer à meilleur prix sur le site internet et en boutique. Ok, ça marche. Tu commençais à aborder l'approvisionnement, c'est un peu un sujet un peu tabou dans l'achat-revente, puisque bah forcément, il y en a qui, enfin, surtout pour les produits haut de gamme, surtout, les gens savent pas. Enfin, on trouve pas mal de fournisseurs hein, pour du Ralph Lauren, ce type de produit-là, mais à chaque fois qu'on Ouais, commence à aller sur des paniers moyens plus élevés, des marques plus renommées, bah, ça devient un peu plus compliqué, entre guillemets. Juste avant d'aborder ça, tu disais que du coup, enfin, vous faites du dépôt-vente déjà sur Archive. Est-ce que pour Casual, sur les produits que vous proposez, est-ce qu'il y a du dépôt-vente? Bon, sur la sneakers, on le sait, du coup, c'est en dépôt. Mais ouais. pour la partie vêtements, est-ce que vous faites du dépôt-vente aussi? On a un petit peu de dépôt-vente. En fait, il y a des gens du coup qui viennent nous contacter sur Instagram. En fait, on a tout un. Bah, pour l'approvisionnement, hein, pour être honnête, du coup, on a un réseau de revendeurs. Donc des gens qui achètent peut-être sur Vinted ou autre part et qui vont choisir de nous déléguer la partie vente, photo, envoi, etc., communication, en déposant du coup les articles chez nous. Ces articles-là, maintenant, ils sont sur Casual.rea, mais aussi en boutique. On ne fait plus beaucoup de différence entre les deux stocks. Et donc oui, on a du dépôt-vente sur Casual. Après, le dépôt-vente, c'est quand même une marge qui est plus faible que si vous faites de l'achat vous-même. Donc je vous conseille de ne pas faire full dépôt-vente en tout cas. Et de toute façon, pour faire du dépôt-vente, il faut généralement avoir alors ou des bons contacts qui sont prêts à investir, ou alors une communauté de gens, de petits revendeurs, parce qu'un seul ça suffira pas, qui vont vous envoyer régulièrement des articles et bah, forcément aussi avoir un bon débit. Donc nous, on a commencé le dépôt-vente quand on avait déjà 10K sur Insta et une communauté établie. Mais c'est vrai que si votre déposant il vous envoie des articles, mais que derrière vous n'arrivez pas à les vendre, voilà, faut le faire à un moment donné où vous êtes quand même un petit peu en place, je pense. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une idée à peu près en termes de pourcentage
à combien de pourcents, du coup, le stock que vous vendez est à vous et à combien de pourcents, du coup, le stock, c'est du dépôt avec, du coup, d'autres personnes? Ouais. Sur la partie vêtements, il me semble qu'on est à peu près à 70% d'items à nous et à 30% d'items qui sont en dépôt-vente. Généralement, c'est des articles où l'on est sûr que ça va partir ou alors que c'est à bon prix, ou alors c'est des articles sur lesquels on n'a pas forcément envie d'investir. Euh, Par exemple, le neuf. Euh, Tous les articles neufs, généralement, nous, on en propose parce que pour les cadeaux, etc., c'est quand même sympa. Et puis il y a des gens qui veulent du neuf, mais nous, on préfère pas investir dessus, même si on a des bons plans, on préfère pas investir sur le neuf de notre côté. Donc c'est des déposants qui nous déposent ça, qui eux ont choisi d'investir dans ce stock-là et qui nous délèguent du coup la partie vente. Si ça part pas, bah écoute, ça part pas. Et puis si ça part, bah tant mieux, nous on prend une marge et eux ils vendent leurs articles. Sans avoir à se galérer à envoyer le colis, prendre les photos, créer une communauté ou même mettre sur Vinted et avoir des arnaques. Ouais, ouais, totalement. Du coup, en termes d'approvisionnement, est-ce que vous fonctionnez via Vinted? Est-ce que vous faites toujours de la brocante, comme du coup à l'époque? Est-ce que vous avez des fournisseurs, ou même d'autres stratégies, je ne sais pas, du dropshipping depuis d'autres pays? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, même si c'est vague, un petit peu comment vous fonctionnez? Ouais, je resterai assez flou du coup sur cette question, mais il y a un peu tout, on va dire. Fournisseurs, nous on n'a plus de contact avec des fournisseurs, il me semble. On préfère les sélections d'articles à la main, que ce soit avec des abonnés qui nous envoient leurs articles. On va dire ça, non, c'est trop taché, c'est trop troué, etc. Les fournisseurs, nous, on n'a pas forcément eu de très bonnes expériences à chaque fois. Même sur certaines marques, si sur certaines marques ça peut être cool. Il y a eu toujours un peu de Vinted, on a longtemps fonctionné avec un bot, euh, mais depuis peu on a arrêté. Et surtout le plus important du coup c'est le réseau qu'on s'est formé avec des gens franchement en France mais aussi autre part qui nous proposent de nous envoyer leurs articles ou qui nous proposent de vendre des lots parce que eux galèrent à vendre. On a quand même pas mal de gens qui sont des petits revendeurs qui n'arrivent pas du tout à vendre, qui veulent faire cette communication, les envois de colis, se prendre la tête avec Vinted, etc. Eux, ça leur pose pas de problème, mais juste simplement, ils n'arrivent pas à vendre et donc du coup, ils nous revendent leurs articles en faisant une petite marge, mais au moins en faisant une. Ok, bah, c'est cool ce que tu viens de dire parce que du coup, quand même, les revendeurs à l'heure actuelle, ils sont quand même, pour la majorité, assez matrixés par tout ce qui est fournisseur et bot Vinted. Pour le coup, bah, comme tu l'as dit, voilà, comme une bonne partie des revendeurs, on a tous eu quasiment des mauvaises expériences avec les fournisseurs. Pas la totalité, bien sûr, mais avec certains, du moins. Et en plus de ça, du coup, vous utilisez même plus de bots à l'heure actuelle. Non, du coup, non. En fait, bah, mais ça sera pas utile pour tout le monde, quoi. Je conseille aux gens de commencer avec un bot, ça peut être cool. Ou tester des fournisseurs, mais un peu plus tard dans leur avancée dans l'achat-revente. Parce que voilà, c'est un risque, c'est un peu comme quand tu joues au casino, t'es pas sûr de retrouver ton argent, quoi. Donc faut tester, tu peux tomber sur quelque chose de très bien, et donc voilà, t'es pas à l'abri de trouver un super fournisseur, et donc là-dessus, y a pas de secret, du coup faut tester, hein, faut faire des commandes. Après, nous, dans le luxe haut de gamme, honnêtement, il y en a très peu qui existent. Ou alors tu vas recevoir des articles avec défaut, des articles qui ne plaisent pas, des pulls super fins avec des trous, enfin, laisse tomber. Donc c'est vrai que nous, là, depuis le début, on parle beaucoup d'articles haut de gamme, mais je ne vous conseille pas forcément de suivre cette chose-là, parce que bon, du coup, en termes de marge, nous, sur le haut de gamme, on est quand même moins haut que ce que je faisais en braderie. Je ne vais pas communiquer de chiffres, mais en braderie, on pouvait faire du x5, 6, 7, c'était magique. Mais dans le luxe, tu fais un peu moins de marge. Surtout, tu galères un peu à trouver les articles. Tu galères à les vendre parce qu'il faut que la personne ait confiance en toi. Donc, on s'est mis dedans, nous, parce qu'on appréciait. C'était des marques qu'on appréciait. Mais si je devais le refaire, je ne sais pas si, d'un point de vue business, c'est la meilleure chose. Ok. Ok, ok, très bien. Et donc, du coup, ouais, tu le disais, bah, en termes de marge, forcément, quand tu as tendance à aller sur des produits plus haut de gamme, tu as une marge en termes de bénéfices déjà net et aussi en termes de pourcentage qui baisse. Euh, Comment vous l'avez un petit peu perçu, l'augmentation des charges? Parce que du coup, il y a le site Shopify à payer, il y a les frais d'envoi. Maintenant, du coup, c'est vous qui les payez. Je sais pas si vous voulez qui les payez ou c'est l'acheteur sur le site. En point de retrait, c'est nous qui les payons. La livraison est gratuite. Et par contre, via Colissimo, donc quand ça arrive chez toi, là, c'est eux qui payent. Ok, 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 très bien.
Donc ouais, vous avez eu pas mal de «charges» entre guillemets qui sont venues. Il y a la partie aussi société, enfin, ça vous a coûté de l'argent, payer un comptable chaque mois. Comment vous avez géré un petit peu, tout ça, cette augmentation de frais là, je pense, dès la création de la société? Ouais. Bah déjà, tu fais un prévisionnel pour savoir un petit peu combien tu fais rentrer par mois. Je pense que c'est quasiment obligatoire en société. Combien tu fais rentrer par mois, combien tu as de charges, etc. Combien tu vas avoir de charges en société, parce que du coup, il y a une grosse différence. Et le truc super important que nous, on a appris, du coup, c'est de prendre tes charges fixes. Donc là, tu sais combien par mois tu dois payer ou par an, enfin peu importe. Et puis aussi tes charges variables, donc tout ce qui est l'envoi de colis, enfin l'électricité, il y a plein de choses. En fait, tout ça, il faut l'inclure dans ton prix. Donc, est-ce qu'avec la marge que je souhaite faire, donc, souvent un pourcentage, plus ces frais, enfin ces charges, que je divise par le nombre d'articles que je vends par mois à peu près, c'est un peu compliqué, mais on pourra en discuter sur une autre interview niveau chiffres, euh, ça va te faire ton prix de vente en fait. Donc, tu prends ton prix d'achat moyen, tes charges fixes et variables que tu divises, ton bénéfice que tu souhaites faire, et ensuite ça te donne généralement ton prix de vente. Si tu vois que tu es beaucoup trop haut par rapport à la moyenne, là il y a un souci. Ou tu as trop de charges, ou ton bénéfice que tu souhaites faire, il est trop élevé, ou ton prix d'achat, il est trop élevé. Et donc, ouais, il y a pas mal de choses à voir justement dans le haut de gamme. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les gens connaissent dans tous les cas le prix de Stone, CP, etc. Même les fournisseurs. Donc, tu vas avoir des prix qui sont assez chers. Et donc, avec un prix d'achat élevé, des grosses charges, etc., c'est quand même compliqué de s'en sortir si t'as pas si t'as pas un sens du business quand même ou un peu d'expérience, ou si t'es pas accompagné. Euh, donc, euh, donc voilà. En tout cas, nous pour l'achat, du coup, on fonctionne via des grilles de prix. On sait que tel article, on va l'acheter à peu près à ce prix-là et le revendre à peu près à ce prix-là pour être cohérent aussi en termes de prix de vente. Parce que sinon, si le mec qui vient sur le site, il voit un pull à 100 euros et un pull à 140, mais c'est les mêmes, ça serait pas cohérent. Donc tu peux pas que te fixer par rapport à ton prix d'achat, mais il faut inclure tes charges et surtout avoir une grille, ce que je conseille à peu près à tout le monde, une grille moyenne de prix d'achat, une grille moyenne de prix de revente. OK. OK, ça marche. Donc ça, vous l'avez fait du coup au préalable, à la création de la société. Comme tu le disais, du coup, c'est par exemple, admettons, tu as, 2 500 € de charges fixes par mois. Tu sais que voilà, tu as tant de stock, tu as 400 pièces, admettons. Tu fais 400 divisé, enfin 2 500 du coup divisé par 400 et au final, sur ton prix d'achat de base, ton pull, admettons, tu l'achètes 40 €, tu rajoutes du coup le prix de charge fixe moyen par produit, tu montes à 55 €. Bah, tu sais que derrière, si tu veux faire un fois 2 au minimum, du coup, tu le vendras 110 €, tout en sachant que derrière, il y a des charges variables Ouais, aussi qui peuvent s'appliquer parce que, bah, voilà, on fait du «business» entre guillemets. Il y a des choses qu'on peut pas prévoir des fois qui arrivent, quoi. c'est ça. Après, du coup, tu prends pas en compte tout ton stock, tu prends en compte le nombre de produits moyens que tu vends. Parce que nous, si on devait comptabiliser, enfin, diviser les charges par rapport à tout notre stock, qui est quand même assez balèze, euh, bah, ça serait pas bon, le calcul serait pas bon. Du coup, on prend la moyenne de nos ventes par mois et on divise les charges par ces ventes-là. Parce que sinon, en fait, tu vas avoir un stock dormant et tu vas comptabiliser des charges sur ces articles-là. Et si tu as un gros stock qui dort, du coup, ton calcul est plus bon. Donc, ouais, par rapport aux ventes moyennes. OK, OK, bien sûr. Et est-ce que du coup, par rapport du coup aux ventes que vous faites, heu, est-ce que vous voyez une énorme différence au niveau de la saisonnalité? Donc en termes de déjà en termes de panier moyen et aussi en termes de quantité, de volume total de vente, est-ce que vous allez avoir des énormes différences entre l'été, entre le printemps, l'automne et l'hiver? Ouais, ah, franchement, pour avoir discuté avec pas mal de concurrents, mais qui sont aussi des amis en soi, l'été c'est calme. L'été c'est très calme. Même si tu proposes des t-shirts et des shorts, honnêtement, je trouve que c'est très calme. Après, on a eu des bonnes surprises. On peut avoir une très bonne semaine et une semaine après, on fait quasiment zéro vente. En soi, ça dépend pas mal. Par contre, la période de Noël, elle est quand même assez exceptionnelle. Je pense que enfin, tous ceux qui font de l'achat-revente la connaissent un petit peu. Euh, Surtout que voilà, maintenant on est un site quand même assez établi, donc il y a des parents qui commandent dessus pour leurs enfants, etc. Donc ouais, période de Noël, c'est vraiment génial. Et donc il faut anticiper cette période-là en achetant du stock forcément, mais en proposant tes produits quand même le plus rapidement possible, histoire d'avoir, nous, il faut quand même sur le site qu'il y ait pas mal de produits, que les gens puissent se balader. Et donc faut anticiper cette période, et notamment en boutique où là, pareil, tu as beaucoup de passages.
Ouais, ouais, bien sûr. Un des derniers points que je souhaitais aborder, c'était du coup pour revenir sur la partie communication, c'était tout ce qui est emailing et du coup publicité payante, du coup via l'Ads. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous fonctionnez? Déjà, l'emailing, tu nous as dit que tu fais, enfin, vous en faisiez un petit peu. Nous dire un petit peu comment vous fonctionnez et aussi par rapport à la publicité payante, si vous en faites ou pas du tout. Ok. Bah nous on fait quasiment que de l'organique parce que ça a bien fonctionné pendant longtemps. Après nous là, nos vues sur TikTok sont quand même en baisse et même Insta en général. Donc peut-être à un moment donné on se penchera un peu sur l'Ads ou sur de la promotion de contenu. Pour l'instant on n'a pas poussé ça. Honnêtement on l'a pas beaucoup poussé. Par exemple l'emailing on récolte les adresses mail sur le site internet et Shopify c'est pas mal pour ça. Tu as toute une base de données clients et qu'on saura utiliser enfin, quand on voudra. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas encore assez. Et sinon, ouais, donc du coup, bah, ads, on ne fait pas du tout pour l'instant. OK. OK, ça marche. Donc là, Ouais. 100% organique et pourquoi pas à l'avenir, si vous voyez que du coup ça peut être pertinent pour vous par rapport du coup aussi aux personnes que vous souhaitez toucher, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne mentalité, mais on est plutôt dans le sens où se dire, tant que ça fonctionne bien, on continue sur l'organique. Et là, ça fonctionne très bien. Donc, on continue là-dessus. Après, si à un moment donné, on voit qu'il y a un petit peu de mou, qu'on souhaite bah, tout simplement qu'on a du budget, parce que tout ce qui est budgétisation aussi pour une petite société, c'est parfois compliqué. Mais j'aimerais bien qu'un jour, on se mette, je sais pas, une sorte ouais, de budget dans la communication qu'on pourrait du coup mettre alors ou dans de l'influence ou dans de la communication ads. OK, OK, bien sûr. Je pense que niveau com, on a fait pas mal le tour. Euh, un dernier point, sinon hors communication que je souhaitais aborder, c'est aborder un petit peu les difficultés que vous avez pu rencontrer, que ce soit du coup au tout premier projet que vous aviez eu il y a là, plus de 5 ans maintenant, et même du coup par rapport à Casual, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, enfin moi, quand j'ai des appels avec des gens qui font de l'achat-revente, souvent certains, au bout de la première difficulté, ils arrêtent, et ils se mettent pas forcément en question, ils disent que voilà, l'achat-revente, ça marche plus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, peut-être une ou deux grosses problématiques ou difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez su les gérer? Euh, et ben on a eu pour le tout début du coup des difficultés en tant qu'équipe. Donc sur le premier projet où on allait en braderie pour se faire de l'argent chacun de notre côté, etc. Et quand même créer une page Instagram en commun, bah, certains vont mettre un peu moins de volonté dans le projet que d'autres. Et donc ça, c'est les premiers problèmes qu'on a eu, surtout quand tu es en équipe du coup. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont te ressembler. Je pense que c'est important. Et surtout qui ont les mêmes ambitions que toi. Il faut trouver un sens au projet et si on a tous le même sens, je pense que ça peut vite très bien fonctionner. Après, il y en a pas mal, il y en a plein qui sont seuls et je pense que ça peut très bien être aussi. Enfin, ça peut aussi être très bien. Aux difficultés, on en a parlé, mais convaincre en tout cas les clients que tes articles sont authentiques. Parce que comme ce que je disais, tu peux travailler à fond sur l'authentification, te renseigner de malade et être le meilleur. Mais si tu ne le mets pas en avant, en fait, ça va pas fonctionner et tu seras comme tout le monde. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui ne te feront pas confiance. On a toujours des commentaires sous TikTok ou Instagram quand on annonce les prix, comme quoi c'est du fake, mais bon, c'est pas grave. Ça fait parler. Donc il y a ça. Et on a eu dernièrement un souci, donc enfin, c'était il y a un an, lors de la sortie du site internet, on a eu des commandes de scammers, donc des gens qui utilisent des cartes pour commander sur le site. Et du coup, tu envoies le colis, grosso modo. Et après, la personne fait opposition et tu reçois jamais ton colis et tu reçois pas non plus ton argent. Donc ça, faut faire attention avec Shopify. Il y a des gens qui utilisent des cartes volées pour commander ces articles et ils choisissent parfois les petites entreprises comme nous parce qu'on a moins d'outils pour détecter ces petites manipulations-là. On l'a réglé ce problème-là. En fait, on s'est bien renseigné sur Shopify. Il y a pas mal de choses qui reviennent à toi en fait quand il y a une commande qui est à risque. Et donc maintenant, on fait le tri entre les commandes et ça s'est arrêté. Donc je pense que c'était je sais pas, un groupe de mecs qui nous faisaient des commandes et qui savaient que ça avait déjà marché une fois, donc qui recommandaient à chaque fois. Donc c'était un peu chiant, ça faussait les chiffres, et puis ça mettait plein d'articles sold out, mais maintenant c'est terminé, donc c'est cool. Mais c'était une difficulté un peu relou. Et puis je termine, bah, juste trouver un local,
trouver un local pour une boutique aussi. Parce que du coup, on a un local pour tout ce qui est shooting photo, euh, pour gestion des stocks, etc. Et puis on a le local de la boutique avec un accueil client. Trouver des locaux, c'est toujours assez compliqué. Donc ça prend un peu de temps. J'ai pas forcément de conseils là-dessus, mais c'est faut de la patience et pas se précipiter. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant du coup de la boutique, etc., est-ce que pour vous, ça a été une galère, ou du moins ça a été compliqué de recruter? Donc, de base, voilà, vous êtes 4. Il me semble que vous avez 2 alternants. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça a été compliqué ou pas de recruter Euh, des alternants et vraiment d'avoir alors, des profils que vous souhaitez? en vrai, non, pas tant que ça. Il y en a un des deux qu'on connaissait déjà, avec qui on travaillait avec du dépôt-vente. Donc du coup, vu qu'il cherchait une alternance, on l'a pris. En plus, on avait un besoin, donc c'était parfait. Et sinon, quand on avait fait une story du coup sur Instagram, ça faisait déjà 6 mois à peu près que le shop existait. En vrai, on avait des CV, enfin on a des CV du coup quasiment toutes les semaines pour des alternances ou des stages. Enfin, au moins 5 par semaine quoi. Donc non, c'est plutôt simple. On a fait quelques entretiens, il fallait juste voir si la personne elle a vraiment envie de faire son alternance chez nous. Ou si tu sens, et ça, enfin, c'est arrivé, si tu sens que la personne elle est juste à la recherche d'une alternance, elle est un peu en panique parce que sinon elle ne va pas voir son école. Mais ça, généralement, tu le sens un petit peu. Tu poses les bonnes questions, tu le sens un peu hésitant et ça sent vraiment mauvais. Donc non, en vrai, pas trop de galères. Après, pour le management, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Et honnêtement, bah, mes expériences aussi en commerce avant m'ont aidé à gérer tout ça, et puis mes associés aussi. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du coup par rapport à tous les points qu'on souhaitait aborder. Comme tu l'as dit rapidement, du coup, il y aura sûrement un épisode 2 pardon, du coup, cette fois-ci en physique et sûrement du coup à la boutique, où là, du coup, on pourra encore plus rentrer dans les Ouais, détails et surtout plus aller préciser et aller évoquer du coup la partie physique. La partie archive, du coup, était beaucoup plus accentuée là sur la partie du coup en ligne via Casual. Donc, dans l'idée, ce sera d'aller ouais. voilà, aller aborder différents sujets encore plus importants. Donc, dans tous les cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez mettre un petit commentaire. Comme ça, nous, on les notera pour la prochaine fois. En tout cas, merci à toi, Enzo, hein, pour ce podcast-là. Je pense que voilà, Au plaisir. pour les personnes qui font de l'achat-revente, il y avait énormément de valeur à prendre, que ce soit de par toutes les questions que je t'ai posées, de par toutes les réponses que tu nous as données pour l'approvisionnement, pour les stratégies, pour créer une communauté, pour la monétiser, comment la fidéliser, comment rassurer ses clients, enfin, un tas de valeurs. Donc, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Voilà, une personne qui fait de l'achat-revente, qui souhaiterait se lancer ou alors qui aimerait peut-être potentiellement un jour ou l'autre ouvrir sa boutique, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Bah, simplement prenez votre temps. Moi, je l'ai fait pendant voilà, 5-6 ans à côté, enfin même plus, ouais. 6-7 ans à côté de mes études. Ça a été une passion, faut le faire tranquillement. À côté des études ou à côté d'un taf, c'est super parce que ça te permet de pas être trop stressé par rapport à tes ventes, à- par rapport au temps quand par rapport à quand t'es à plein temps. Mais voilà, prendre son temps, pas forcément cibler les articles que tout le monde prend. Nous, à l'époque, enfin, le haut de gamme, c'était pas forcément ce qui fonctionnait. Là, maintenant, c'est un peu en vogue, mais en soi, c'est pas le meilleur produit forcément. Donc, prendre son temps, bien évaluer ses chiffres, et puis voilà, surtout chercher son bon produit et vendre un produit qu'on aime aussi. Nous, ça nous a beaucoup aidé pour créer une communauté en tout cas, de travailler plutôt sur la qualité plutôt que la quantité. Et voilà. Ça marche. Bah écoute, je te remercie à toi du coup pour déjà pour l'interview, pour ce dernier conseil. Et en tout cas, voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous aurez le site du coup de Casual directement en description. N'hésitez pas à aller regarder. Pareil pour leur Instagram et pour la totalité de leur réseau. Et encore une fois, je te remercie pour la vidéo, Enzo. Merci, à la prochaine.